ajouter quelque chose ou est-ce que je peux commencer? Je peux commencer. Merci à tout le monde d'être ici. Je, j'ai l'expérience comme sage-femme. Je travaille avec le réseau de santé sexuelle des jeunes autochtones depuis quelques années. Je fais ce travail de justice reproductive depuis très longtemps. Je blague que je n'ai pas d'autres compétences. C'est à peu près tout ce que je sais faire. Mais euh, en fait, le travail dans ce domaine comporte beaucoup de choses. Alors, c'est un honneur de faire ce travail et de partager cette présentation avec vous. On va passer à travers des diapos et ensuite il y a des questions pour discussion. Il y a des références que je vais partager aussi. Je vais essayer de ne pas dépasser le temps pour ma présentation, pour vous laisser le temps. Alors, si vous ne connaissez pas le réseau de santé sexuelle des jeunes autochtones, euh, ça, il y avait on était des partenaires du projet CART aussi, et c'est une information qui comporte toutes les personnes qui travaillent sur la justice euh, reproductive, la plupart qui est au Canada et aux États-Unis, mais on travaille aussi avec des personnes au Mexique. C'est important pour nous de reconnaître que ce travail a été fait depuis des siècles par des peuples autochtones et d'autres. Donc, je vous présente des exemples différents, des choses qu'on peut intégrer à votre pratique comme infirmière et infirmier. On va présenter des scénarios qui peuvent être difficiles. Des fois, ça vous implique comme infirmière et le travail que vous faites. Donc, je sais qu'il y a des choses qui peuvent vous rendre inconfortable, mais c'est quand même une façon d'avancer dans nos vies, c'est de faire face aux situations de défis. Euh, on parle de différentes périodes dans le temps. On ne parle pas de personnes individuelles. Si vous sentez que vous êtes ciblé ou si vous êtes inconfortable, euh, c'est quand même, euh, je veux répéter qu'on présente ces choses euh, dans une approche systémique. Je ne peux pas vous dire combien de situations dans lesquelles on a parlé d'avortement. Euh, les infirmières m'ont toujours donné un soutien inconditionnel et formidable. Donc, moi, je suis une fan euh, énorme de vous, les infirmières et infirmiers, et vous pouvez faire beaucoup avancer la justice reproductive comme dans votre profession. Euh, je reconnais que personne d'entre nous n'est parfaite ou parfait. Donc, j'espère que un aperçu critique dans la présentation peut vous faire réfléchir sur votre rôle, si vous êtes autochtone ou non, comment vous pouvez poser ces questions dans votre pratique. Alors, j'encourage tout le monde d'utiliser la boîte de discussion, le chat. Euh, je pense que c'est important pour créer plus d'interaction euh, dans notre rapport. Et moi, je demande toujours aux personnes qui m'écoutent, je pense, pour leur demander quelles sont vos perspectives particulières et je leur demande comment ils vont.
comment ils se sentent. Je trouve que c'est très important. Et pour vous, comme fournisseuse et fournisseur de soins de santé, c'est important. J'aimerais bien, quand vous posez des questions, dites-nous de quel territoire autochtone vous venez ou où vous êtes situé. Euh, je trouve que c'est important de savoir sur quel territoire autochtone on est situé et ce que ça signifie. Donc, vous voyez la diapo, il y a la reconnaissance du territoire, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut connaître les détails. Ce n'est pas juste une mesure pour commencer les présentations. C'est pour pouvoir penser de façon critique euh, au sujet du territoire sur lequel on est situé. Et je vous demande la question, qu'est-ce que vous connaissez déjà de la justice reproductive? Donc, est-ce que vous connaissez les racines, l'origine de ce terme? Même, c'est c'est- j'aimerais bien que vous répondiez de façon honnête. Qu'est-ce que vous savez de la justice reproductive? Alors, si vous pouvez partager sur la boîte de discussion votre nom, votre genre préféré. Et ici, on fait une déclaration de non-divulgation et euh, de s- sentez-vous libre de demander la confidentialité pour les questions que vous posez dans la boîte de discussion. Mais participez quand même autant que possible, mais vous avez le droit à ce que vous présentez soit gardé privé. On va parler des formulaires de consentement informé. Euh, S'il vous plaît, sentez-vous libre de demander ce droit à à la vie privée? Les organisatrices sont avec nous. C'est Lois et Christine. Et si vous avez des préoccupations ou des questions, on peut leur les demander. Envoyez votre message à Lois ou Christine. Et je demanderai à tout le monde de participer de façon active. Euh, on, aussi, on va avoir une discussion ensemble. Ce ne sera pas la même chose que les webinaires traditionnels parce que on va parler de comment on se sent et si on se sent intégré dans la discussion. Et ça fait partie du voyage vers la compréhension de la justice reproductive. Maintenant, la santé d'une nation dépend de la santé des mères. Ça ne veut pas dire que les personnes, ben, les hommes ou les personnes deux esprits ou les personnes qui ne se conforment pas au genre traditionnellement défini ne sont pas importants. Mais dans le contexte autochtone, euh, c'est il y avait des personnes qui faisaient la recherche, qui écrivaient des articles, euh, des projets de recherche et tout d'un coup, et, et ils se sont rendus compte que les nations autochtones avaient déjà euh, toutes ces connaissances il y a des siècles. Et
ce concept de justice reproductive autochtone retourne à la connaissance que euh, les Premières Nations avaient, les nations autochtones, euh, des éléments de connaissances différents, mais on peut, on, on ne dirait jamais, par exemple, si on choisit un pays aléatoirement, Pologne, on va jamais dire que la Pologne et l'Angleterre euh, sont le même pays, même s'ils sont situés sur le même continent. Nous comprenons très bien que c'est par notre système éducationnel occidental, nous ont fait comprendre que ces pays sont différents, ils ont des langues différentes et euh, les systèmes économiques sont différents. Donc, c'est la même chose pour les nations autochtones, mais nous faisons une synthèse des nations autochtones comme s'il s'agissait d'une nation, euh, parce que les gens ne savent pas. Ils n'ont pas été enseignés à l'école et ils se réfèrent au peuple autochtone comme s'il s'agissait de une, une entité monolithique, mais c'est quelque chose que tout le monde devrait comprendre. Je veux souligner cette diversité entre les peuples autochtones et c'est pour ça que quand je vous demandais euh, où est-ce que vous êtes situé, sur quel territoire autochtone, et si en fait ça relève des droits humains fondamentaux, c'est la façon que eux veulent être euh, étiquetés. Je, je veux présenter cette image. Ça vient c'est un autre réseau de santé autochtone. C'est, le nom, il s'appelle Cosmo. Ce sont des artistes et le message, c'est la connaissance autochtone commence ici. Mais il y a beaucoup d'éléments dans la connaissance autochtone. Et euh, quand on parle de la justice reproductive, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez cette image? Je vous invite à partager votre interprétation de cette image, mais en mettant votre nom dans la boîte de discussion. Donc, dans le contexte de justice reproductive autochtone, qu'est-ce que ça vous dit, cette image? Je vais regarder les commentaires dans la boîte de discussion. Nous avons un commentaire. Euh, la justice reproductive autochtone représente un contexte plus large que ce qui est représenté dans le dessin. On a d'autres commentaires, c'est la féminité, le droit à l'autodétermination et identification, la connexion à la communauté et
On a plusieurs contes, mythes de création de plusieurs peuples autochtones. La création de la Terre, euh, il y a plusieurs liens avec les interprétations plus modernes. Et il n'y a jamais des réponses erronées ou correctes ici. Ce sont des façons de comprendre euh, où a commencé la justice reproductive autochtone. Et c'est lié avec la souveraineté, la souveraineté. Merci à tous qui ont partagé leurs pensées dans la boîte de discussion. Il s'agit de voir où la souveraineté commence. Et ça commence avec le droit de l'autodétermination, le droit au choix et la décision sur ce qui peut affecter notre corps. Et il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Donc, la façon de comprendre ces concepts est l'interprétation artistique. Euh, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites toujours dans les langues, dans la langue anglaise ou autre. Par exemple, dans un article qui parle de, de l'art autochtone en termes de parler de concepts, c'est une façon d'exprimer cela. Alors, je crois que ça veut vous aider. On va passer maintenant aux définitions de la justice reproductive autochtone. Et pourquoi est-ce que c'est important pour les femmes autochtones? Et il y a beaucoup de raisons. Et vous savez déjà qu'il y a un manque d'accès et de choix informés, libre choix, et à cause aussi des niveaux disproportionnés de violence contre les femmes et les jeunes filles autochtones et le manque euh, d'aménagement et de fournisseurs de soins de santé qui peuvent fournir des soins appropriés et culturellement sécuritaires pour les femmes autochtones. Vous savez, l'historique de la justice reproductive autochtone, euh, c'est c'est un échange sur Twitter ou sur X. Enfin, ça vient de 2014. C'était beaucoup avant les controverses éthiques qui ont lieu aujourd'hui. Donc, on a eu des échanges sur Twitter et le thème était Connaissez votre histoire et arrêtez d'éliminer et d'effacer les éléments historiques. Alors, c'était de s'éloigner du discours simplement pour le choix des femmes qui a été mené par des groupes marginaux qui n'ont jamais eu des vrais choix à cause des barrières systémiques comme la discrimination, la pauvreté, le statut d'immigration, etc. Donc, le terme pour choix, je voudrais vous demander qu'est-ce qui manque dans ce terme. Et c'est un mot qui est utilisé souvent dans la lutte pour les droits à l'avortement, mais pensez-vous qu'il y a quelque chose qui manque dans ce terme? Ici, nous parlons aujourd'hui de communautés euh, autochtones. Donc, qu'est-ce qui manque dans le terme pro-choix par rapport, mais ce qui manque, ça n'explique pas. Je vous invite à partager vos pensées sur le chat dans la boîte de discussion. Oui.
ça, ça n'inclut pas l'accès au choix et quels sont les choix qui existent préalablement et quels sont les obstacles qui euh, empêchent les personnes de faire le choix. Et si, si vous voulez partager avec les autres, vous pouvez, je vois qu'il y a des personnes qui s'adressent à moi dans la boîte de discussion avec mon nom, mais vous pouvez changer le destinataire, pas à moi seulement, mais au groupe, à tout le monde. Et il y a l'élément historique et il y a un manque de reconnaissance dans le mouvement pro-choix euh, qui ne reconnaît pas les obstacles. Il faut retourner plus loin dans le passé. Et ce terme euh, présume que les gens ont le choix au départ. Et c'est une présomption que les gens ont accès et c'est une raison importante pour la création du mouvement pour la justice reproductive autochtone. C'est très important de reconnaître la façon que ce terme présume qu'on avait les choix au départ. Par exemple, euh, en- les exemples concrets euh, où on peut regarder les enjeux systémiques, il faut comprendre ça. Donc, la justice reproductive, ce sont, c'est le terme de base et ça a été fondé en 1994. Euh, c'est le droit d'avoir un enfant ou le droit de ne pas avoir un enfant et le droit de élever les enfants de façon sous notre contrôle. Euh, le, le terme a été créé par des femmes autochtones et afrodescendantes et c'est, ils ont développé la façon que le concept peut nous montrer où le travail devra être fait. Et c'est très important pour les femmes autochtones de connaître ces choses. Donc, euh, le cadre de la justice reproductive que je vous ai présenté, et ça représente un changement de simplement une advocacy pour le contrôle de nos contrôles, excusez-moi, de contrôler nos corps et d'élargir le concept pour inclure l'accès légal et le choix individuel pour arriver à une analyse plus large des contraintes par rapport à l'appartenance ethnique, raciale, économique, culturelle et structurelle, les contraintes sur le pouvoir des personnes de faire ces choix. Et pour continuer, je vais montrer des images. Euh, c'est ce qu'on a discuté en 1994, en 2005. Les communautés de l'Asie du Sud ont élargi la perspective pour inclure euh, le bien-être physique, mental, spirituel, politique, social et économique des femmes et des jeunes filles. C'est un exemple qui vous montre les différences
entre, il y a la santé reproductive. Vous pouvez prendre une photo de l'écran, mais c'est disponible sur l'Internet. Et vous pouvez voir le concept d'encadrement. Euh, c'est, vous voyez la perspective du droit à la santé. Quand on pense aux besoins reproductifs ou la justice reproductive, c'est le droit humain de contrôler nos corps, nos vies, nos sexualités, notre genre, notre travail et notre reproduction. La santé reproductive, euh, si les résultats de santé reproductive, ce sont des conséquences de l'accessibilité. Euh, donc, il y a les grossesses non voulues à cause d'un manque d'accès à l'avortement ou le manque d'accès à des méthodes de contraception adéquates. Et si on peut regarder plus de façon systémique, on regarde la capacité de l'individu de exercer l'autodétermination dans leur vie reproductive et, et de savoir les impacts des inégalités de pouvoir dans notre société, dans les institutions de notre société. La justice reproductive, ce sont tous des considérations qui doivent être comprises. Et c'est très vrai, euh, ça s'applique à la situation des femmes autochtones et leurs droits et l'histoire de la justice reproductive. Et nous avons tout autour toutes ces considérations et les enjeux, et en fait, qui sont des réalités qui ont créé des limites euh, aux femmes autochtones d'avoir ce choix. Et je vais lire celui sur la justice environnementale. Et c'est l'accès est limité. Les familles ne sont pas, n'ont pas la capacité de gérer euh, leurs enfants d'une façon à cause des ressources limitées. Et pour beaucoup de communautés autochtones, si on n'a pas l'eau potable, sécuritaire, et on n'a pas le droit de contrôler nos corps et de contrôler, et de prendre des décisions sur notre propre reproduction et vie sexuelle et reproductive, si on n'a pas accès à l'eau potable. Je vais demander à quelqu'un de lire cette citation. Ça vient de la personne qui a été responsable de créer le terme de la justice reproductive. C'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle de la justice reproductive, mais ils ne reconnaissent pas d'où ce terme vient et ça fait partie de l'histoire autochtone et afrodescendante. Donc, je demanderai à quelqu'un de le lire, s'il vous plaît. En 1994, comme Christine, Lois va le lire, euh, comme des femmes afrodescendantes, on a décidé de offrir au monde la justice reproductive. Ce qui arrive maintenant, c'est que les gens ne comprennent pas d'où vient ce terme. Ce n'est plus que dans un contexte de racisme
afrodescendants. C'est quelque chose qu'on doit redéfinir. C'est notre cadeau à l'univers. Euh, donc, tout le monde doit savoir ce que ça veut dire les droits humains pour moi, ma situation et ma communauté. Ça devrait être personnalisé. Ce n'est pas une grandeur qui peut être adaptée à tous. Ce que nous voyons, c'est la faille dans la compréhension euh, au sein des mouvements pour la santé reproductive. C'est un manque d'analyse de la façon que la suprématie blanche les ont affectés. Donc, c'est les fondatrices de ce terme disent que on ne peut pas faire ce travail de justice reproductive sans analyser la suprématie blanche. euh, pour, il faut se rendre compte que cette suprématie blanche existe à travers les systèmes de santé, le système de santé en Amérique du Nord. On va aller plus loin euh, pour pour spécifier plus la signification au sein des communautés autochtones. S- Ça vient de T.J. Lightfoot euh, au sujet de la justice reproductive qui s'appelle justice reproductive pour vrai, pour moi, pour vous, pour maintenant. Et la citation, c'est que jaillit comment les gens applaudissent le mouvement pro-choix qui n'est pas autochtone et ignore notre histoire de contrôle sur nos choix reproductifs. C'est un manque de respect de prétendre que la justice reproductive n'existait pas au sein de nos communautés. Ils disent les choses comme nous sommes tellement progressifs, mais ils ne connaissent pas que c'est leur indoctrination et colonisation qui a manipulé les choses, que nous n'avions pas la capacité de faire les choses qu'on a toujours fait. Notre justice reproductive a été rendue illégale exprès, mais on ne le mentionne pas jamais. Merci beaucoup. Ce que TJ veut dire et où on doit aussi euh, centrer notre compréhension de la justice reproductive. Euh, Quand on parle des soins d'avortement, euh, quand l'avortement est devenu légal, il y avait euh, la justice reproductive pour les femmes autochtones qui est devenue justement illégale. Et par rapport, et nous, comme tu as dit, on s'applaudit comme des progressifs et on crée des théories, on écrit cela comme si on venait de l'inventer, mais on ignore le fait que cette justice existait dans les communautés autochtones. Mais savez-vous quand est-ce que euh, les façons de faire autochtones par rapport à la reproduction sont devenues illégales et au moment, sur le moment que la capacité de choisir est devenue effectivement illégale pour ces femmes au Canada. Et tout ce qui a été créé pour contrôler les pratiques reproductives autochtones. Et
chez plusieurs communautés autochtones. Quand est-ce que leurs pratiques sont devenues illégales au Canada? Merci beaucoup, Caroline. C'est la loi sur les Indiens, par exemple. Je voudrais que vous rest- que vous gardiez cette, cette réponse. Le Canada a fait en sorte que des pratiques autochtones sont devenues illégales et ça a effacé toute l'histoire de la justice reproductive dans nos communautés. Donc, ici, c'est une chercheuse fantastique, Patricia Monture, autochtone, et on peut le regarder à travers une analyse basée sur le genre, de séparer mon genre ou n'importe quelle autre partie de mon être, de le séparer de ma race et ma culture, m'oblige à nier la façon que je vis. Je vais demander à une autre personne de lire une autre citation de Patricia Monture qui explique de comprendre comment la patriarchie fonctionne en Amérique du Nord. Euh, il faut comprendre la colonisation comme un effort euh, absolument sans significatif euh, euh, à partir par rapport au peuple autochtone. Le Canada et les États-Unis représentent le mal invisible qui, euh, en contraste avec la culture autochtone, ce mal n'a pas un visage de victime. Alors, euh, le colonialisme doit être incorporé dans l'analyse féministe et l'analyse de tous les droits humains. Ces mouvements n'ont jamais assumé l'objectif à long terme et central de l'effacement de l'oppression légale qui est spécifique au peuple autochtone. Nega? Merci, Negar. Merci. C'est important pour moi de bien dire les noms des participants, participantes. Et ici, on regarde ce phénomène de façon systémique et nous irons à ce dessin ici pour euh, adopter cette perspective de Patricia Montour dans le contexte de la justice reproductive autochtone. Vous voyez dans la loi quand les choses sont devenues illégales pour les communautés autochtones. Et ici, on a une image qui vient aussi de, de notre bien-aimé interne Cosmo, l'artiste métis. Et qu'est-ce que vous voyez dans ce dessin? J'espère que vous voyez un pattern par rapport à ce que je disais et ce que Patricia Montour vient de dire. Qu'est-ce que vous voyez ici dans le contexte de la justice reproductive autochtone? Colonialisme et contrôle, bien sûr. Ça ressemble presque comme une ceinture de chastité sur la femme qui a été imposée par le Canada. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette image. Et je veux que
vous puissiez remarquer ou regarder les choses de façon très directe. Ça peut être un peu inconfortable, mais il y a des exemples spécifiques. Comment est-ce que c'est arrivé? Ce n'est pas une chose qui est arrivée sans qu'on sache pourquoi. Et finalement, on parle d'une histoire récente et la façon que le colonialisme a pu fonder ce pays à travers les corps de femmes autochtones. La conquête jointe à la violence, l'établissement de la souveraineté. Et quel, nous parlons de quoi exactement? Nous parlons directement des façons que le pays a été fondé. Qu'est-ce que c'est ici? C'est, c'est l'exploitation du pétrole. C'est un appareil de creuser pour le pétrole. Donc, c'est cela, la violence sur la terre. Et la Fondation du Canada est directement liée à l'injustice reproductive. Enlever les mères, enlever les enfants et assimilation. Il y a des exemples légaux dans la loi sur le statut des Indiens. Euh, il y a plusieurs des clauses spécifiques au genre discriminatoire. Où il y a des clauses qui discriminent contre les femmes autochtones. Non seulement l'acte sur le statut des Indiens, mais il y a aussi les pensionnats. Et c'est, ce sont des institutions créées parce que les femmes autochtones ont été jugées incapables de bien élever les enfants. Et aussi à cause d'une division patriarcale du travail, euh, l'effacement de l'autonomie de genre. C'était un système d'enseignement qui, qui représentait une compréhension complètement différente de comment les choses se faisaient et qui incluait aussi une exploitation sexuelle des enfants. Euh, Aussi la stérilisation et l'enlèvement des enfants, non seulement les pensionnats, mais dans les années 60, l'enlèvement des enfants pour l'adoption par des non-autochtones, aussi la quantité d'enfants autochtones dans le système de bien-être dans les provinces. Et ce sont des outils de assimilation et de contrôle des communautés autochtones. Euh, Il y a des statistiques, plus de 74 000 enfants qui sont actuellement euh, dans les institutions de bien-être social sont autochtones. Aussi, il y a eu c'est le loi sur le statut des Indiens était donné une autorité de contrôler et de effacer les formes d'autogouvernance des Autochtones et pour de coloniser ou de contrôler des nations, de le faire à travers les femmes et littéralement à travers leur euh, c'est comme ça que le pouvoir a toujours été étendu.
Et c'est un dessin qui vient de livre qui s'appelle 21 choses que vous ne saviez pas sur la loi, sur le statut des Indiens. Si vous regardez le premier, la première chose, c'était de nier le statut des femmes autochtones. Alors, je vous encourage à lire des articles sur ce sujet, mais vous voyez, il y a eu des exemples spécifiques d'injustice et de la façon que la loi et la violence a créé l'injustice reproductive. Et c'est un livre qui explique assez bien et c'est une façon assez informative de comprendre comment c'est arrivé. Et, euh, et le Canada a fait ces choses sciemment. On ne peut pas dire que le gouvernement ne savait pas ce qu'il faisait. Et ici, c'est le colonialisme qui continue sans équivoque. Ici, on voit ça de plusieurs façons, mais dans le contexte de la justice reproductive autochtone, on a parlé de l'histoire de la stérilisation forcée, l'enlèvement des enfants autochtones dans les années 60 et les effets intergénérationnels des pensionnats. Et ici, c'est une autre image fantastique de nos amis artistes. Et qu'est-ce que vous voyez dans cette image à gauche ici? On a maintenant pour les pour nous, les peuples autochtones, on ne voit pas les frontières entre les territoires. Et ici, c'est de représenter quelqu'un qui est sur la frontière. Et comment vous voyez de cette façon de voir a été renversée par l'attitude coloniale? Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Qu'est-ce que ça veut dire, terra nullius? Pourquoi c'est au centre de cette image? Vous savez ce que ça veut dire? Terra nullius? Terra nullius, c'est un terme colonial qui veut dire spécifiquement que ces territoires, non seulement au Canada, c'est la doctrine de la découverte, l'histoire de Christophe Colomb, l'histoire du colonialisme. Et terra nullius veut dire euh, il y a une terre où il n'y a personne. Donc, les colonisateurs ont le droit de prendre ce territoire parce qu'il n'y a personne dessus. Nous savons que les peuples autochtones ont résidé, ont vécu ici sur l'île de la Tortue depuis des milliers, voire des millions d'années, mais le terme de terra nullius nie ce fait. Même s'il y a des personnes, qu'est-ce que ça veut dire, ce terme, quand on sait qu'il y a des gens sur le territoire? Je pense que la doctrine de la découverte a été émise par le pape, que tout territoire qui n'avait pas des résidents chrétiens pouvait être pris et c'est, ça représente aussi ici le système reproductif de la femme, comme dans le, comme dans le dessin.
Ça équivaut à une terre qu'on peut contrôler et prendre parce que on a le droit. Est-ce que ça a du sens selon vous? Ça fait du sens. C'est c'est une image qui a un impact puissant. On met le terme terra nullius à l'intérieur de l'utérus et et ça, ça exprime l'idée, on ne vous reconnaît pas comme être humain véritable parce que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas blanc. Et quand on retourne à une des personnes qui a créé le terme de justice reproductive, elle a dit qu'il faut comprendre cela pour comprendre le terme. Et maintenant, nous vivons dans une époque où il y a un racisme géographique existe et ça nous fait retourner à la question quand est-ce que les pratiques autochtones sont devenues illégales? L'autre exemple ici de la justice reproductive autochtone, c'est très important en termes de la compréhension de la continuation de l'injustice. Donc, quand on parle de racisme géographique, euh, qui est, qui est, qui a un effet, euh, c'est important à comprendre le racisme géographique par rapport à l'accès à la justice reproductive. Ces images représentent euh, si ce que je disais avant, si on n'a pas accès, par exemple, à l'eau potable, comment on peut prendre, comment on peut prendre les choix en question et comment on peut avoir une autonomie sur nos corps s'il y a l'empoisonnement par la mercure qui a affecté des générations euh, des communautés autochtones. C'est encore des images de notre artiste bien-aimé. Je vais le laisser pendant une dizaine de secondes pour que vous puissiez l'apprécier et considérer. Donc, euh, euh, l'idée que la violence environnementale est un enjeu de justice reproductive. Ce sont des exemples de cette année 2025. Comment est-ce qu'on peut décolonialiser tout ça? Et je n'ai pas beaucoup de temps, mais je veux vous donner des exemples de des actions des actions contre l'établissement colonial et aider les personnes à comprendre euh, la justice reproductive autochtone. Et vous êtes des infirmières et infirmiers, vous êtes pratiques, donc vous demandez la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est la définition de la décolonisation dans Wikipédia, mais c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de défaire quelque chose. C'est un projet de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut défaire d'un coup. Ça existe dans tous les aspects de la vie et il faut y travailler. Donc, des exemples pratiques. Où est-ce que les gens voient ces termes, surtout dans vos études
en sciences infirmières. Et où est-ce que vous voyez ces termes dans vos études ou dans votre travail? Oui, c'est la vulnérabilité, l'incapacité, besoin de sauver, marginaliser. Euh, Quelqu'un a écrit le commentaire que c'est l'escalade de l'étiquetage de groupe. Euh, Ils étiquettent les groupes comme marginalisés, vulnérables, incapables et qui a besoin d'être sauvés. Et ces termes existent même dans les dossiers médicaux. Et on les voit dans le domaine des soins de la santé tout le temps. Et on continue cette injustice avec l'utilisation de ces termes. Par ces termes, on continue l'étiquetage et la marginalisation des gens. Et on est encore pris dans cet aspect de l'injustice reproductive. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de penser au renforcement du consentement informé à travers des pratiques informées par les traumatismes sécuritaires culturellement et centrées sur l'humilité culturelle. C'est ce qu'on veut promouvoir dans nos actions pour changer euh, la narrative, pour que le fait d'être autochtone ne constitue pas un facteur de risque en soi. Et les personnes sont poussées vers la marginalisation. Et en fait, c'est ça même qui fait en sorte que nos vies sont insécures. Donc, il faut adopter le modèle où on comprend que les communautés autochtones ne sont pas à risque en soi et il faut plutôt regarder la force et le pouvoir ancestral. Euh, ce sont certaines choses dans nos vies, comme le racisme, qui font en sorte que nos vies sont moins sécuritaires. Mais il faut nommer les risques au lieu de blâmer les gens qui subissent ce risque. Je, je pense que tout le monde a lu des dossiers médicaux euh, euh, qui contiennent des commentaires racistes. Il y a des exemples qu'on voit tous les jours où on ne va pas nécessairement expliquer le contexte, et ça continue l'injustice. Et je, je comprends et j'apprécie euh, que nous n'avons pas vraiment plus de temps pour présenter la documentation, mais on peut changer la façon de voir la chose. Et on peut dire, par exemple, cette personne n'a pas accès à l'avortement parce qu'elle habite dans une communauté qui est, où il y a des personnes qui ont été enlevées par force et où il y a vraiment un manque de fournisseurs de soins de santé. Ça donne le contexte au lieu de dire simplement, par exemple, de dire euh, la personne n'a pas accès à l'avortement, euh, point virgule, elle est autochtone. C'est une façon qu'on peut agir. Il faut donner le contexte dans le dossier médical. Je n'ai pas beaucoup de temps, je sais, et malheureusement, je
je ne peux pas expliquer euh, le, toutes ces diapositives, mais vous savez ce que c'est les soins qui sont informés par le traumatisme. C'est très important dans le contexte de la justice reproductive autochtone euh, pour qu'on comprenne que les soins basés sur, enfin informés par le traumatisme et basés sur les forces. Et on peut présumer peut-être qu'il y a eu de traumatisme, mais ça crée un espace pour en fait, surtout qu'il ne faut pas recréer le traumatisme par euh, un discours qui se concentre là-dessus. Et on doit comprendre qu'il y a eu du traumatisme qui a été, au fond, qui a été causé par le Canada et ne pas blâmer la personne ou attribuer les faiblesses à la personne. C'est un changement de perspective et de changer le discours au lieu de venir d'un espace où on a le pouvoir comme médecin ou comme infirmière ou infirmier, il faut reconnaître que nous avons le pouvoir, mais on a des choses qu'on peut faire pour éliminer cette aptitude. Donc, quand il s'agit du consentement bien informé, préalable et libre, et dans le cas de la stérilisation forcée ou par coercion, et ils, ils sont, en étudiant ce phénomène, on est arrivé à cette perspective du consentement préalable, informé et libre. Tout le monde doit avoir le droit de accepter ou refuser. Et ça relève de l'organisation de mouvements à partir des années 60 jusqu'aux années 80 contre la stérilisation. Quand on disait, ah oui, mais vous avez signé un document, mais c'était de dire que le consentement n'était pas libre, bien informé et préalable. Et ça pouvait avoir été affecté par une expérience de traumatisme de la femme. Et, et on ne mettait même pas le nom de la femme. Et s- le, l'effort pour obtenir le consentement libre, préalable et bien informé euh, doit être aussi un consentement qui continue et la personne doit être informée des risques et le consentement doit être durable aussi, donc préalable avant que l'intervention ait lieu. Euh, et le consentement libre est au cœur de la justice reproductive autochtone. Ça nous permet, euh, entre, euh, dans la relation entre une infirmière ou infirmier et la patiente, il s'agit d'un consentement un accord entre les personnes. Ici, c'est le continuum de la sensibilité à l'action. Et ici, il y a le terme sécurité culturelle. Je veux être certaine que j'ai mentionné la sécurité culturelle. C'est un terme qui a été introduit par les infirmières et infirmiers. Et donc, il y a la sensibilisation culturelle, mais en fin du compte, on veut que les gens se sentent sécures dans un contexte de soins de santé. Et c'est vraiment le but de la justice reproductive autochtone.
c'est la sécurité culturelle. L'humilité culturelle est une autre façon d'y arriver. La sécurité culturelle a été développée par les infirmières et infirmiers en Nouvelle-Zélande. Euh, et ils ont vraiment compris qu'il y avait du racisme dans les soins de santé et ça les a inspirés de créer euh, ce, cette approche. Et c'est plus que simplement la sensibilité euh, au, à l'histoire du colonialisme. Et il nous demande cela, ça exige que euh, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé de faire cette transformation d'attitude. Et vous voyez, ce qui est en bas, c'est la base, c'est ce que c'est l'exigence que les personnes se sentent sécuritaires. Et les soins de les soins de santé culturellement sécuritaires va donner le pouvoir aux personnes parce que ça renforce l'idée que la connaissance et la réalité de chaque personne a de la valeur. Il s'agit de la sécurité culturelle. Et c'est pour ça que c'est très important par rapport à la justice reproductive. Quand vous savez que l'injustice reproductive a été continuellement imposée sur les femmes autochtones et à l'intérieur de l'utérus de la femme autochtone. Donc, la sécurité culturelle transforme les attitudes et en fouillant et en explorant d'où ils viennent, d'où elles viennent. Les éléments de la sécurité culturelle en pratique, juste celui d'en bas qui reconnaît le fournisseur de services de santé comme euh, quelqu'un qui est au courant de votre culture. Et l'humilité et l'engagement est un processus de auto-réflexion pour comprendre les préjugés personnels et systémiques et de développer et maintenir des processus respectueux vis-à-vis des femmes autochtones. On a 5 minutes et je voudrais qu'on les utilise pour écrire euh, ce qui est votre engagement envers l'humilité culturelle et comme action Euh, en termes d'action, quel est votre engagement envers l'humilité culturelle par rapport à la justice reproductive autochtone? Je vais vous donner encore 10 secondes pour que vous l'écriviez. Je, je voudrais que vous ayez la capacité de cibler des possibilités à la fin de ce webinaire, des possibles actions. Ici, c'est un autre graphique de comment on peut passer d'une sensibilité culturelle vers des actions sécuritaires. Et vous voyez que ce n'est pas simplement une question de passer à la compréhension du terme pro-choix. Euh, c'est un processus compliqué d'arriver euh, au concept de sécurité culturelle. Et ici, à la fin, ça nous permet d'entreprendre des actions et de ne pas blâmer les femmes autochtones, mais de voir où sont situés le pouvoir de ces personnes. Il y a, à la fin, il y a le concept de d'alliance
avec les communautés autochtones. Je m'excuse, je passe à travers ça trop vite, je n'ai plus de temps. Être un allié, ça veut dire être dans un accord de consentement et être, être un allié dans le mouvement de la justice reproductive autochtone. On pourrait présenter un webinaire sur la pratique de la sécurité culturelle. Je pense que cela a déjà été fait par votre organisme et on peut donner des exemples très spécifiques à l'intérieur des soins de santé par les infirmières et infirmiers. Et je vais vous laisser avec cette dernière diapositive qui vous encourage à résister et à réclamer et de demander quelles sont vos responsabilités et de construire un avenir qui tient compte du changement d'attitude et des buts par rapport à la justice reproductive autochtone. Donc, je n'ai plus de temps. Je voulais partager les ressources qui sont disponibles sur l'Internet. Euh, c'est important pour moi de partager ces ressources, ces ressources. Alors, donnez-moi quelques secondes pour vous donner accès à ces ressources, ces références. Donc, c'est un organisme qui s'appelle le Cercle des survivantes pour la justice reproductive. J'ai eu l'honneur euh, c'est une organisation nationale pour les survivantes de la stérilisation forcée et ça comprend l'accès à des fonds pour la guérison et pour les soins de santé. Ça inclut une présentation d'excuses et qui a été fait au Parlement canadien. Et les personnes sont toujours étonnées que ces excuses n'avaient pas été présentées à notre jour encore. C'est un, c'est un rassemblement de survivantes. Les personnes s'expriment et ils présentent leurs témoignages pour que les gens sachent. C'est un autre projet, le Fireweed Project, euh, les expériences des femmes autochtones par rapport à l'avortement. Une autre référence, c'est un film en 2013 qu'on a fait et je vous encouragerai à regarder euh, ce documentaire qui traite de l'accès à l'avortement sur une réserve autochtone. Et la dernière référence, c'est le Conseil national des sages-femmes autochtones. Ici, vous pouvez voir le travail euh, que font les sages-femmes autochtones, le travail qu'elles avaient toujours fait. Je vais